puissance de l'éolien. C'est un euphémisme. Et je suis très heureuse de recevoir Julien Aubert. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes évidemment, je vous représente, mais tout le monde vous connaît, président d'Oser la France et vice-président et membre du comité stratégique de LR. Je suis également avec Daniel Pérodin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maire de Meaux, dans la Nièvre, et vous avez rencontré Emmanuel Macron pour lui parler justement des énergies renouvelables. Je suis également avec Olivier Dubar, vice-président de l'association Vent de Sottise. Bonjour Olivier Dubar. Bonjour. Et Daniel Poulet, président de l'association AQ71, qui s'oppose au projet éolien en Saône-et-Loire. Bonjour Daniel Poulet. Oui, bonjour Clémence. Et merci d'être avec nous également. Alors peut-être je vais commencer par donner la parole à vous, Julien Aubert. Réponse politique aux annonces politiques d'Emmanuel Macron hier. Comment vous interprétez ces annonces très optimistes de notre président de la République ? Écoutez, moi j'ai toujours été opposé à l'éolien terrestre. Je pense qu'on va y revenir avec les différents membres de la table ronde. Toujours opposé à l'éolien en mer posé, parce que c'est un éolien qui en fait détruit les fonds marins. Et j'ai toujours eu plus de tolérance sur l'éolien en mer flottant. Donc le président de la République finalement rejoint cette position avec un décalage de quelques années. Pourquoi ? Parce que, au moins sur l'éolien en mer flottant, vous n'avez pas la question de l'acceptabilité sociale, étant donné que vous êtes à plusieurs centaines de kilomètres des côtes. Donc, ça veut dire que vous n'avez pas normalement, et c'est le problème est dans le normalement, vous n'avez normalement pas le sujet de la paix, pas le sujet des fonds marins. Le problème, c'est que le premier parc en mer flottant qu'on ait fait a été fait très proche des côtes, ce qui fait qu'on s'est retrouvé exactement du côté de Noirmoutier avec les mêmes problèmes que l'éolien en mer posé. Deuxième sujet qui concerne tout l'éolien et sur lequel le gigantisme de l'appel d'offres d'Emmanuel Macron peut poser question, c'est le fait de savoir qu'aujourd'hui, alors qu'on est très dépendant du fossile, on a une énergie intermittente. Parce que le problème de ce parc, c'est qu'effectivement, vous avez un taux de disponibilité qui est de 60%, donc c'est très bien, c'est-à-dire que 60% du temps, vous faites de l'électricité. Mais ça veut dire que 40% du temps, il va falloir une autre énergie, et cette énergie, elle est fossile. Et donc, c'est en cela, si vous voulez, je dirais, un manque de réponse. C'est-à-dire qu'on présente toujours ces nouvelles énergies comme des forces supplémentaires qui vont nous permettre de passer la pointe. La difficulté, c'est que ça accroît, de mon point de vue, la dépendance aux fossiles. Et donc, si on était logique, il faudrait que le président dise je vais aussi lancer un grand programme de centrales à gaz. Mais ça, il ne veut pas le faire. Oui, c'est sûr que ce serait plus embêtant. Alors, Daniel Pérodin, vous avez rencontré Emmanuel Macron. Est-ce que vous aviez évoqué justement cette question de l'éolien flottant contre l'éolien posé en mer ? Non. Bonjour d'abord. Nous étions 600 maires invités à l'Élysée. Il est arrivé d'ailleurs avec 1 heure de retard sans s'excuser. Mais on n'a pas eu l'occasion de lui parler personnellement, bien que je me sois glissée assez vite à côté de lui, de façon à pouvoir lui dire déjà qui j'étais et de quelle commune je venais. C'était déjà une phrase que peu ont pu dire. Mais en ce qui concerne les éoliennes, entre autres, alors effectivement, de toute façon, les éoliennes ne fonctionnent que si on a une centrale autre à côté. Sinon, ça ne fonctionne pas. Une éolienne seule, si on n'avait que des éoliennes, on n'aurait pas d'électricité. Vous voulez dire que même pour la mise en fonctionnement de l'éolienne, on a besoin de la centrale, c'est ça ? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Une éolienne seule ne fonctionne pas. Il lui faut absolument... moteur. Exactement. De toute façon, déjà, premièrement. Donc, c'est un palliatif peut-être. Et pourquoi on veut absolument nous mettre des éoliennes comme les autres pays européens, alors que moi je dis que la France est en avance sur la technicité, sur les centrales nucléaires, alors que l'Europe se mette aux centrales nucléaires et non pas que la France se mette aux éoliennes, que c'est plutôt un système, moi je dis, archaïque. Quand on avait des maisons perdues dans la forêt il y a 60 ans, elle mettait une petite éolienne personnelle.
Oui. Voilà, on en revient à ça. Oui, mais Madame la maire, peut-être, justement, est-ce que vous vous posez la question ou est-ce que vous connaissez la réponse? Parce que nous, ici, on a reçu de nombreuses reprises Fabien Bouglet et d'autres qui ont fait des enquêtes fouillées pour montrer à quel point l'Allemagne influençait et faisait du lobbying très fort pour que, justement, nous ne soyons pas gagnants dans l'affaire de la concurrence énergétique, si vous voulez, que donc nous perdions ce qui était notre élément fort, donc les centrales nucléaires. J'entends bien, on l'a bien compris, on le comprend bien que l'Allemagne veut mettre son autorité sur l'Europe, hein, de façon à faire comme elle, c'est-à-dire, par exemple, des centrales à charbon. Ah oui, pourquoi pas. Oui. Hein. Le bon élève de l'écologie, n'est-ce pas? Exactement. Alors que ils avaient des centrales nucléaires et effectivement, le retraitement, c'est pareil. Il y a une des usines de retraitement qu'on devait élargir et en construire d'autres. On n'en a qu'une seule à La Hague et pendant longtemps, c'était La Hague qui retraitait les déchets de l'Allemagne, d'ailleurs. Oui, c'est bien de le rappeler. Julien Aubert, seulement sur cette concurrence, on va dire, énergétique Allemagne-France. Après, évidemment, je donne la parole à Olivier Dubar et Daniel Poulet. Est-ce que vous voulez réagir? De toute façon, c'est assez simple, c'est que l'Allemagne, pour des raisons idéologiques, est sortie du nucléaire, et donc, en réalité, elle avait un intérêt que le prix du gaz soit compétitif. Et pour que le prix du gaz soit compétitif, donc elle était dépendante du gaz, notamment du gaz russe, et donc elle a beaucoup investi sur les énergies renouvelables, ce qui était assez logique, puisque les énergies renouvelables étaient couplées avec le gaz. Oui. Et ensuite, pour que le marché électrique européen et le gaz comme colonne vertébrale, de telle manière à ce que le prix du nucléaire soit indexé sur le prix du gaz, de manière que le gaz augmente, le nucléaire. Exactement. Oui. Alors, on a un petit problème, Julien Aubert, avec votre connexion. On va voir si on peut arranger ça. En attendant, donc, Olivier Dubar, vice-président de l'association Vente Sottise. Selon vous, est-ce qu'on peut faire une distinction dans les différents projets éoliens ou selon vous, tout est mauvais, entre guillemets? Non, moi je fais pas de distinction. Moi, ça fait 10 ans que je m'oppose à des projets éoliens parce que je trouve qu'elles nuisent d'une part à la biodiversité dans le milieu rural et qu'elles ont aucun effet dans les émissions de gaz à effet de serre. Et c'est ce que nous dit chaque année le rapport d'RTE en France. Ouais. Mais bon, moi je sais, Vente Sottise est une fédération d'associations. Parce que on a voulu, toutes les associations rurales ont voulu se fédérer pour être plus fort face à l'administration et plus fort face à différents organismes. Et notre but, c'était d'abord d'apporter une assistance aux riverains, une assistance aux élus et puis aux assistances aux propriétaires qui s'étaient engagés, qui s'engagent sur une période de 50 ans quand ils signent une promesse de bail emphytéotique. Donc, à la suite de la promulgation de la loi APER, qui est la loi d'accélération de production d'énergie renouvelable, nous avons voulu frapper un grand coup et faire une grande conférence au niveau du département de la Saône-et-Loire. Et nous avons invité justement monsieur Julien Aubert, nous avons invité Pierre Laurent et Antoine Wechter pour éclairer justement les élus de Saône-et-Loire sur la problématique de l'éolien et puis savoir si à la fois l'écologie, le développement économique et l'indépendance énergétique, qui a quand même beaucoup d'importance puisqu'il y a eu également une enquête parlementaire sur la souveraineté énergétique et on voulait savoir si tout cela était bien conciliable. Alors cette conférence aura lieu le 7 décembre à Montchanin et cette conférence se fait pour les associations et pour tous les élus. D'accord. Alors ça c'est bien noté. Dany Poulet, concernant ces annonces d'Emmanuel Macron d'hier, comment vous réagissez également je rappelle que vous êtes présidente de l'association AQ71. Eh bien, Emmanuel Macron, bien sûr, il a toujours ses objectifs économiques à défendre et voilà, on est dans une course effrénée au profit. Le lobby éolien, il marche très bien et on le lance, alors qu'ailleurs, notamment en Allemagne, ils en reviennent. Moi, je voudrais surtout recentrer la question d'une façon globale. Pourquoi ces énergies renouvelables? Dans quel cadre? Dans le cadre de la transition énergétique. Et pourquoi la transition énergétique? Pour répondre en premier aux besoins de cette transition numérique.
Oui. Et pourquoi cette transition numérique? Pour répondre aux besoins de la transition écologique. Tout ça avec une finalité de cette transition écologique de sauver la planète, notamment du réchauffement climatique et atteindre cette neutralité carbone. Et donc, on passe par la transition numérique qui est censée être une transition, enfin, un monde dématérialisé, ce qui est complètement une ineptie puisque plus on dématérialise, c'est-à-dire plus on numérise, plus on consomme de matière. Oui, ça c'est intéressant. Vous faites bien de le rappeler. Oui. Mais c'est très intéressant de comprendre le contexte général, global, géopolitique de ce monde dans lequel on nous plonge en nous faisant croire à des choses qui sont une illusion. La transition énergétique n'est pas la solution, elle est même le problème. La transition numérique n'est pas la solution, elle est même le problème. Vous avez une géologue minière que vous pourriez vraiment inviter qui raconte ça très bien, c'est Aurore Stéphan. Elle explique par le menu combien ces deux transitions sont une illusion. La seule façon d'aller dans cette transition vraiment écologique, ce serait plutôt et avant tout, le pilier de cette transition écologique serait la sobriété numérique, oui. La déconnexion et la possibilité de se déconnecter de Voilà, tout numérique, tout numérique. C'est vrai. Alors bon, là, on change de sujet, mais c'est vrai qu'en tout cas, nous, on parle avec beaucoup. Non, mais je comprends bien. Mais si on élargit là-dessus, on en a pour 3 heures. C'est ça que je veux dire. Mais vous avez raison, c'est un tout. Et parfois, on se sent finalement menotté, obligé, enchaîné aussi par ces obligations numériques qui désormais nous poursuivent jusqu'à chez nous, jusqu'à 23 heures, puisqu'on peut recevoir des notifications, des machins. Et donc, il y a un vrai sujet. Vous avez raison de l'aborder. Je vais quand même revenir. Vous avez dit en premier, vous avez parlé de course économique d'Emmanuel Macron. Toujours, il est dans la course économique. En soi, c'est pas un mal d'être dans une course économique. On a tous besoin d'être dans la course économique, sauf que, enfin, la France en a besoin. Sinon, elle la traîne. Mais la question, c'est finalement, est-ce que ça rapporte vraiment? C'est aussi ça, l'éolien. C'est un leurre. Pour le moment, l'éolien est très subventionné, comme vous l'avez dit. On a vu en Allemagne, l'éolien était très subventionné. Les subventions ont été stoppées. Du coup, l'éolien chute. C'est aussi une question qu'il faut poser. Je vais peut-être me retourner là-dessus vers Daniel Pérodin et Julien Aubert. Mais d'abord, Daniel Pérodin, concernant la course économique de l'éolien. Oui, alors, surtout sur nos terres rurales, c'est une aberration complète, car notre premier, c'est l'élevage d'abord, et ensuite, on n'a pas d'industrie sur le centre de la France, et donc on a du tourisme. Et je dis toujours, on est sur la diagonale des oubliés. Et alors là, on ne nous a pas oublié du tout. Cette société qui vient de Toulouse, qui est donc formée à 100% par une seule personne d'ailleurs, et qui vient là que pour faire de l'argent en se disant on va au centre de la France, dans la Nièvre, sur la tête des pecnos et des paysans qui n'y connaissent rien, on va leur coller des éoliennes, on va leur faire miroiter 10 000 euros par éolienne, bravo, sauf qu'on va détruire complètement le tissu du tourisme sur cette partie du Bazois où on a peu d'industrie, pas d'industrie du tout, et d'ailleurs pas beaucoup besoin d'électricité. L'électricité produite, qui sera produite et remise dans le circuit général, et non pas au bénéfice des habitants. Ça n'a aucun bénéfice pour nous. Ça n'a que des ennuis. Il peut y avoir un bénéfice direct pour ceux qui louent leur terre, éventuellement. Pour ceux qui louent leur terre, oui, exactement. Sauf que, en fin de parcours, quand cette petite société, avec une structure très légère, très légère, aura disparu au moment de retirer ces tonnes de béton qui ne seront pas retirées, qui resteront dans les fonds de terre qui étaient des terres productives, parce que nous sommes des terres de prairies et donc d'élevage. Et l'élevage, aujourd'hui, si on ne veut pas manger de la viande venue de Nouvelle-Zélande ou de Nouvelle-Zélande, eh bien, il faut qu'on continue à produire dans les endroits qui sont dédiés à ça. Il n'y a pas à dire. On en supprime. Je crois qu'on a supprimé un nombre considérable d'agriculture
d'agriculteurs depuis de nombreuses années. Et là, gardons-les, ne les transformons pas en hypothétiques producteurs d'électricité. Julien Aubert, au sujet de l'impact, on va dire, des avantages, comme dit Emmanuel Macron, économiques de l'éolien. Il n'y a pas d'avantage. Il n'y a pas d'avantage. Oui. Écoutez, alors ça dépend des filières, mais on va dire, alors ils sont assez minces en fait, parce que alors sur l'éolien en mer, on peut produire les éoliennes en France, enfin en tout cas une partie. Donc du coup, il y a peut-être pour l'exportation notamment la possibilité de créer des emplois. Pour le reste, il s'agit surtout en fait d'emplois de service qui découlent de la mise en place des éoliennes. Voilà, une fois que vous les avez installées, mais la production se fait à l'étranger, donc c'est mauvais commercial. Effectivement, comme vous l'avez dit, c'est assez subventionné. Alors, avec l'explosion des coûts du fossile, et l'explosion des coûts de l'énergie de manière générale, a du coup rentabilisé les éoliennes, c'est-à-dire que normalement l'État n'a plus à mettre au pot, donc ça c'est positif, mais en réalité, je veux dire, c'est comme dire que finalement c'est beaucoup moins cher de prendre l'avion parce que le coût de l'électricité aurait explosé. Enfin, oui. Quelqu'un qui paye. Donc, au plan économique, non, ça n'est pas la meilleure opération qu'on ait faite. Et tout à l'heure, quelqu'un parlait de souveraineté. En fait, autant sur le nucléaire, on a un vrai avantage stratégique, autant sur les éoliennes, on suit au mieux l'industrie allemande, au pire l'industrie chinoise, voilà, ou l'industrie d'Israël. Et puis, ce qui a été dit par Madame le maire est vrai, c'est-à-dire que la raison pour laquelle en Allemagne ils ont connu des ratés, c'est tout simplement parce que l'éolien est une fausse énergie décentralisée, c'est-à-dire qu'en réalité c'est une centralisée qui sert à un pays et qu'on installe quelque part. Mais le quelque part, c'est toujours, ce n'est jamais l'endroit où vivent les décideurs. Ce qui fait que... Oui, alors petite parenthèse, pardon, là c'est quand même important que vous le rappelez, donc je vais en profiter. Rappelons quand même que Emmanuel Macron nous a promis de l'éolien tout le long des côtes du littoral, sauf devant chez lui. Alors, si ça, c'est pas un signe... Non, mais ça a l'air anecdotique comme ça, mais on n'est pas là pour faire du magazine People, mais si ça, c'est pas symbolique du problème de fond de l'éolien, c'est-à-dire qu'on le veut bien partout, mais pas chez nous, puis quel exemple il envoie, franchement, Julien Aubert? En fait, si vous voulez, c'est vrai pour toutes les énergies. La réalité, c'est que si demain je construis des nouvelles centrales nucléaires, vous verrez que les gens n'en voudront pas à côté de chez eux s'il n'y a pas déjà une activité nucléaire. Ce qui est assez frappant dans le cas de l'éolien, c'est qu'en plus, il s'accompagne, si vous voulez, d'une leçon de morale. C'est-à-dire, vous avez des gens qui vivent à Paris, qui n'ont jamais vu une chèvre de leur vie ou une vache, et qui vous expliquent qu'effectivement les pouilleux devraient être heureux parce qu'on leur installe des éoliennes, tant pis pour leur patrimoine, tant pis pour leur tourisme, tant pis pour les désagréments que ça peut causer. On va faire des études sur n'importe quel mammifère, l'écureuil roux, la grenouille des bois, là on fera des études. En revanche, savoir si ça a un impact sur la santé humaine, on préoccupe. Et donc c'est ce que j'appelle... J'ai sorti d'ailleurs dans le cadre de mon mouvement politique, je fais aussi un peu de pub, qui s'appelle Oser la France, un livret qui s'appelle L'écologie humaniste. En fait, c'est une écologie anti-humaniste parce que elle repose sur le fait que on ne se préoccupe pas de la place de l'humain. Or, l'écologie, c'est dans la maison commune, vous voyez. Et dans le cas de l'éolien, ce qui arrive à l'humain qui vit ici sur place. Et en Allemagne, vous avez eu une révolte qui a conduit d'ailleurs progressivement à voir s'effondrer le nombre de terrains disponibles, avec toutes les difficultés que ça cause par derrière, parce qu'en plus, ils ont dû réouvrir des mines de charbon. Alors, une révolte de qui? Populaire ou Oui, alors les citoyens ne payent pas pour le système électrique, sont plutôt les entreprises, mais en revanche, il y a eu effectivement, avec la massification du nombre d'éoliennes, il y a eu effectivement une fronde populaire avec des gens qui étaient de plus en plus hostiles à ce qu'on installe de l'éolien à côté de chez eux. Oui, alors je me tourne vers Olivier Dubar, justement en parlant de ce front d'hostilité. Je me tourne vers vous, je vous donne la parole. Vous pensez, vous voyez, vous, à travers votre association, votre fédération d'associations, que l'hostilité, que le mécontentement monte en puissance, que de plus en plus de personnes justement n'acceptent plus la mise en place de ces éoliennes en les voyant aussi arriver de plus en plus à côté de chez eux? Non, mais
n'importe quel riverain en présence d'une éolienne à 500 mètres de son habitation principale va forcément se révolter. 500 mètres, c'est la distance réglementaire qui n'a pas évolué depuis 10 ans, alors que c'était à l'époque où les éoliennes faisaient à peine 100 mètres de hauteur. Nous, en Saône-et-Loire, le dernier projet, ce sont des éoliennes de 247 mètres. Oui, nous aussi, Donc, nous aussi 247 mètres. Vous avez des tours Eiffel à 500 mètres de chez vous, ne faites Exactement. pas croire que ça va améliorer votre qualité de vie, votre santé et tout ce qui va avec. Donc, la rébellion, si vous voulez, elle vient au fur et à mesure qu'il y a des projets d'implantation. Oui. Et c'est sûr qu'avec les maires maintenant qui doivent désigner des zones d'accélération d'énergie renouvelable sont très très prudents à ne pas privilégier de zones pour l'éolien parce qu'ils ne veulent pas le retour à la zizanie dans leur village. Pour certains, ça a duré, comme un projet éolien met 8 ans avant de sortir de terre, pendant 8 ans, c'est la zizanie dans certains villages. Ouais, la zizanie dans le sens où il y a une révolte parce que les personnes refusent, c'est ça, ces éoliennes. C'est la guerre entre ceux qui profitent des bénéfices, comme les propriétaires et même les communes, et puis ceux qui subissent les nuisances, parce qu'il y a quand même des nuisances. Oui. On va en parler des nuisances juste après, Olivier Dubar, je vais vous redonner la parole, mais rapidement, Madame la maire, concernant les bénéfices de l'éolien pour les maires, comment ça fonctionne ? Alors, oui, effectivement, on nous fait miroiter que l'implantation d'éoliennes, il y aurait un bénéfice sur un retour pour les communes, certes, sauf qu'on oublie de dire que cette manne, entre guillemets, est bien diminuée parce que l'État en profite de la dotation, de diminuer sa dotation par la même. Si on a donc d'un côté des éoliennes qui nous rapportent, on diminue la dotation de l'État. Évidemment, ça rapporte. Donc, qui est bénéficiaire ? C'est l'État. Ah non, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'on vous fait miroiter une subvention. Oui, on vous fait miroiter une subvention. Mais visiblement, tous les maires ne sont pas au courant. Mais de l'autre côté, la dotation courante de l'État, elle vient en diminution. Oui, alors peut-être quand même, ça laisse un peu une différence au bénéfice des communes, mais surtout, on a donc beaucoup. Nous, ici, dans notre petite commune, on est 140 habitants, on a des gîtes et des chambres d'hôtes qui sont faits par les habitants. Et qu'est-ce qu'ils reçoivent ? En particulier, évidemment, des touristes, des Parisiens, un peu des Neversois qui viennent pour passer un petit week-end à la Verdure, et beaucoup de Néerlandais. Eh bien, écoutez, j'imagine bien que ces gens-là ne viendront pas dans un village où on est entouré d'éoliennes. Pas du tout. Ouais. C'est terminé, parce qu'à part la verdure et la forêt, on a des chemins agréable, mais on n'a pas une forêt d'éoliennes. Oui. Si on a une forêt d'éoliennes, ça sera terminé. Parce que en plus des forêts d'éoliennes, on nous promet aussi des champs de photovoltaïque. Oui, tout à fait. Alors, des champs verts ou des champs de glace, effectivement, je pense qu'on détruit complètement ce paysage touristique du Morvan. Sans compter, alors arrêtons-nous là-dessus 2 minutes. Vous avez rappelé les tonnes de béton, je ne sais plus combien, mais les tonnes de béton qu'il y a sous une éolienne. En terre évidemment. Pour ces panneaux solaires, il faut savoir que nous on avait fait un sujet là-dessus, ça aridifie complètement la terre en dessous, ça la brûle en fait, ça la aridifie, donc la terre après n'est plus fertile. Donc ça pose aussi de vraies questions écologiques, alors que tout ça est posé au nom de l'écologie. On sait qu'il y a en ce moment des forêts qui sont rasées pour pouvoir poser ces champs de panneaux solaires. Donc tout ça pose des questions. Puis j'aimerais revenir à la notion de Julien Aubert justement d'écologie anti-humaniste, qui est en effet fondamentale. On est ici en effet dans une écologie qui semble assez dogmatique et qui ne prend pas en compte forcément le bien-être humain, puisque c'est ce que rappelait Julien Aubert, personne ne veut son éolienne à côté de chez lui. Et puis il y a cette notion d'effet indésirable qui commence à être véritablement reconnue. Il y a désormais des arrêts de justice qui montrent que on a prouvé les effets indésirables et sur l'homme et sur les bêtes d'ailleurs, et sur le bétail, notamment les vaches. Si Olivier Dubar et Dany Poulet voulaient réagir rapidement là-dessus. Oui, moi je veux bien réagir. Allez-y. Parce qu'effectivement, vous avez une association comme Animaux sous tension qui...
qui exprime tous les désastres au niveau sanitaire, aussi bien surtout sur les animaux et les vaches en particulier, mais également sur les agriculteurs. Donc, Sue Berger, qui a écrit son livre Le prix du vent et qui a fait rappel, qui a contacté énormément d'agriculteurs en France, d'exploitants agricoles, d'éleveurs surtout, parce que effectivement c'est au niveau des éleveurs qu'on constate les catastrophes sanitaires sur l'élevage. Donc oui, la réalité, elle est là. Vous avez aussi maintenant, on s'est montré que les infrasons perturbent aussi à ce niveau-là. Donc il y a une réalité sanitaire qu'il faut dénoncer, en plus de la réalité environnementale, le désastre au niveau écologique, et la réalité humaine, parce que moi je suis justement avec un projet éolien à 700 mètres, des monstres là de 247 mètres, 250 mètres avec la colline au-dessus de notre tête, que ça va faire, c'est insupportable, quoi. Je vais dire, oui, on se révolte, oui, on résiste, oui, on n'en veut pas, parce que ce n'est pas la solution. L'efficacité énergétique, elle n'est pas là. On nous fait croire qu'on va solutionner au plan énergétique tout cet apport d'électricité qu'il faut pour ce monde du tout et du tous connecté. C'est une illusion également. Il n'y a pas d'efficacité énergétique. C'est déplorable au plan sanitaire, c'est déplorable au plan paysage environnemental. On a le Mont Saint-Vincent qui est à côté de chez nous, qui est un lieu qui devrait protéger. Ça va également être complètement saccagé. Je veux dire, il n'y a pas du tout d'intérêt. Il faut repenser globalement le contexte de notre société, de ces besoins effrénés, incroyable en énergie. On n'a pas besoin d'aller dans cette direction. Il faut revenir dans un monde plus humain et retrouver de la sagesse pour vivre dans une société non pas de contrôle et de surveillance telle qu'on y va avec ce numérique et qui amène tous ces problèmes de besoins énormes en électricité. Oui, eh bien justement, je sais que Julien Aubert doit nous quitter bientôt. Je voudrais, Julien Aubert, vous faire réagir une dernière fois et revenir sur ce concept que vous nous avez développé d'écologie anti-humaniste. Et c'est vrai que là, on le voit aussi avec ces effets indésirables qui sont désormais reconnus, ce malaise en tout cas au moins, qu'on peut tous reconnaître à côté de l'éolien. Pourquoi faire une écologie contre l'homme? Pourquoi faire une écologie malgré l'homme? C'est toute la question, alors qu'il y a d'autres manières qu'on connaît qui peuvent être peut-être moins envahissantes. Moi, je dirais que la vision que j'en ai, c'est qu'on a idéologisé l'écologie, on l'a politisée, et qu'à un moment donné, ceux qui se sont emparés du sujet, qui l'ont vu le premier, qui étaient écologistes, en sont arrivés à utiliser le diagnostic qu'ils pouvaient faire sur l'état de la planète pour agir un peu comme les curés du Moyen-Âge, c'est-à-dire monter en chair, expliquer que dans 40 jours, Ninive sera détruite et que par conséquent, il est urgent de se convertir et qu'on n'a pas le temps de réfléchir, de débattre, de discuter. Il y a urgence, il y a urgence, donc fermez vos clapets. Et puis, si par hasard il y en a un au fond de l'église qui n'est pas d'accord, on le menace en lui expliquant qu'il ira en enfer. Bon. Et je me souviens de Thunberg, quand elle était venue à l'Assemblée nationale, c'était une grande messe. C'est-à-dire qu'il fallait absolument aller l'écouter et ça ne se questionnait pas. Et moi, je pense, si vous voulez, qu'on a à la fois un manque de débat en aval, mais on a un manque de débat en amont. Donc, tout à l'heure, mise en avant par Madame sur la sobriété, sur le modèle de vie. Oui. En réalité, c'est un débat qu'on devrait avoir et qu'on devrait trancher démocratiquement. Oui. On ne peut pas imposer aux gens de se connecter d'Internet ou de leur empêcher d'avoir un téléphone portable. Donc on doit, si vous voulez, d'abord la société qu'on veut avoir, dans sa relation à la technologie, dans sa relation à la souveraineté. Et ensuite, une fois que vous avez un accord politique sur la société qu'on veut avoir, dans ce cas-là, vous dites c'est la volonté de la majorité ou c'est ce qui fait consensus.
déploie une politique qui est cohérente. Alors que là, en réalité, pensé par le déploiement de la politique, non pas par réflexion, mais par imitation du modèle allemand, qui est pour des raisons qui ont été, je dirais, mises en avant, et savoir ce qu'il y avait sur le chemin. Et donc, ça a produit à la fois des puissances politiques, dont certains d'ailleurs ici présents sont les premiers témoins, une forme d'incohérence globale, parce qu'effectivement, au nom de l'écologie, on en arrive à souiller les sols ou à démolir Écologique du tout. humains. Et en fait, le sujet n'est pas CO2, c'est-à-dire parce que, si vous voulez, quand on parle de la protection de la planète, il n'y a pas que le réchauffement climatique. En réalité, alors, l'air, ce sont des sujets importants. Oui. Eh bien, merci beaucoup, Julien Aubert. On va vous libérer. Puis en plus, on a un petit problème de connexion. Je rappelle que vous êtes président d'Oser la France, vice-président et membre du comité stratégique DLR. On continue, nous, encore un petit peu cette discussion concernant l'éolien. L'éolien, on l'a dit, qui n'a peut-être qu'écologique, en tout cas, pas grand-chose à part le nom, puisque, rapporte pas grand-chose en termes d'énergie. En même temps, peut souiller les sols, peut poser des problèmes même humains et animaux, des effets indésirables, n'est visuellement, esthétiquement, et c'est important aussi, ça fait partie de notre patrimoine également, pas accepté. Voilà toutes les questions que pose cet éolien, et pourtant, encore une fois, nous avons eu ces grandes annonces hier pour toujours plus d'éoliens, alors éolien en mer, éolien flottant. Voilà, donc nous continuons d'en discuter encore un petit peu. Daniel Perrodin, je vous voyais réagir à ce que disait Julien Aubert. Oui, parce que je suis très surprise qu'on appelle les éoliens d'abord renouvelables. Il faudrait regarder sur le dictionnaire ce que ça veut dire renouvelable. Remplacer, on remplace quelque chose qui fonctionnait bien, c'est-à-dire les centrales nucléaires. On les a complètement abandonnées, enfin à 50%, on les a abandonnées pour renouveler avec quelque chose qui se dit écologique. Alors, je suis surprise que les écologistes se soient emparés de ces éoliennes. Qu'est-ce qu'il y a d'écologistes dans ces tours Eiffel de 247 mètres avec des lumières, on les oublie, nuit et jour, des éclats de lumière pendant nuit et jour, et surtout ces tonnes de béton qui sont au sol, et nos sols, nous n'avons que ça. Un sol bien vert, joli, et qui nourrit la planète et qui nourrit la France. Ça passe au travers de tête, et ça ne peut pas rester dans nos têtes. On est obligé de rejeter ce système, obligé. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'il y a d'écologistes dans ce système? Rien. Vous pensez... C'est intéressant parce que le pire, entre guillemets, ce que j'allais dire, c'est qu'Emmanuel Macron s'en targue. Je veux dire, il s'en félicite. Il en fait à chaque fois des grandes annonces. Alors que, excusez-moi, je lis pas mal de journaux, entre autres, de temps en temps, il ose quand même reparler du nucléaire, qui va remettre le nucléaire et surtout l'entretenir, car depuis... après l'avoir fermé, il va le remettre, fermé et surtout non entretenu. Nous avons 56 centrales nucléaires qui ont coûté fort cher à la France. Attention, pour les mettre en place. J'ai passé 15 ans dans le nucléaire. Alors, je peux vous dire, je sais de quoi je parle. Quand on a débuté, il a fallu absolument, nous étions les pionniers. On a exporté en Chine, en Inde, notre savoir-faire. La Chine l'a d'ailleurs piraté allègrement. Et depuis, nous, quelle idée on a eue pendant 2 septennats, voire 3, abandonner l'entretien, ne serait-ce que l'entretien. Et on devrait on devrait produire de l'électricité et en exporter. D'ailleurs, au départ, on en exportait. Tout à fait. Olivier Dubar, vent de sottise. Est-ce que vous pensez qu'on peut finalement monter en puissance dans ce mécontentement et le faire entendre jusqu'à très haut? Oui, forcément, il y aura de plus en plus de mécontentement. Pourquoi ? Parce qu'on va finir par s'apercevoir que c'est une idéologie qui nous gouverne en ce qui concerne la production d'électricité. Tous ceux qui défendent l'éolien et les énergies renouvelables non pilotables et intermittentes, c'est souvent par antinucléaire, tout bonnement. Et
Tout à l'heure, vous parliez de l'éolien en mer. Moi, mon souci, c'est la protection de l'environnement et de la biodiversité. Oui. Quand Barbara Pompili a quitté son poste au ministère de la Transition écologique, elle a signé une dérogation pour autoriser les promoteurs éoliens à détruire 50 espèces protégées pour le premier parc d'éolien en mer. Tout à fait. C'est quand même formidable, ça. Oui. Hein, ça, c'est quelque chose qu'on occulte complètement. Nous, en tant qu'association, on est obligé de faire la démonstration sur, par exemple, les couloirs migratoires du Milan Royal, parce que les promoteurs éoliens ne le faisaient pas suffisamment et la LPO n'avait pas non plus les moyens humains et matériels pour le faire. Donc les associations ont pris l'affaire en main. Et on s'est aperçu depuis 5 ans qu'au niveau de mon territoire, le Sud-Morvan, il y a un couloir migratoire très important dont la France a une responsabilité mondiale, puisqu'il y a plus de 5000 milans royaux qui passent, et ils passent uniquement là et pas ailleurs. Eh oui. Donc c'est quand même important. Et ils sont perturbés. Expliquez-nous jusqu'au bout. Ils sont perturbés par ces éoliennes, comme d'ailleurs le bassin marin est perturbé également sous. Tout à fait. Il y a une directive oiseaux qui dit qu'on n'a pas le droit de détruire des espèces protégées, on n'a pas le droit de nuire à leur habitat, on n'a pas le droit de déplacer les œufs. Enfin bon, c'est des contraintes. Moi, je suis chasseur, par exemple. Quand je déplace un animal protégé parce que j'ai trouvé des œufs ou je ne sais pas quoi, je peux avoir une amende. Bon. Alors que là, non mais parce que c'est vrai que les éoliennes envoient en plus des ondes, on en parlait pour les vaches tout à l'heure, parce qu'on avait fait un sujet très important, elles peuvent complètement perturber le vol d'oiseaux qui peuvent même être perdus. On sait aussi qu'il y a potentiellement des animaux marins qui fonctionnent par repérage, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais qui donc se perdent aussi en mer désormais. Donc finalement, on perturbe totalement le fonctionnement marin et le fonctionnement aérien de ces oiseaux et de ces mammifères. Et c'est très très dommageable et c'est absolument pas suffisamment pris en considération. C'est pour ça que c'est important ce que vous dites, Olivier Dubar. Oui. Nous, les rapaces, par exemple, à chaque fois qu'un agriculteur laboure un champ, il y a tous les rapaces qui arrivent. Ils viennent d'une distance de 5 à 6 kilomètres, et tout ça pour que ça devienne un territoire de chasse. Oui. Nous avons également de plus en plus de cigognes, des cigognes blanches et des cigognes noires, pareil, qui viennent, ce sont des aires de repos, et on n'a pas le droit de détruire ou de perturber la migration des cigognes. Oui. Et c'est ça Deuxième chose que je voulais aborder justement sur l'effet de l'éolien en mer, on parlait pour les animaux, mais parlons un petit peu des pêcheurs que nous avons reçus nous également ici, qui nous expliquaient, notamment les pêcheurs de Saint-Brieuc, mais on en avait reçu d'autres, qui nous expliquaient à quel point ils étaient très très contraints désormais avec ces parcs éoliens et que on ne pouvait plus circuler, et puis surtout il y a beaucoup moins d'huîtres ou de possibilité finalement de retrouver leur pêche traditionnelle. Donc ça contraint énormément les pêcheurs. C'est pour ça que quand on entend Emmanuel Macron qui dit ce qu'on va poser, cet éolien en mer va permettre de générer des emplois et surtout de nourrir les pêcheurs parce qu'on va leur reverser des avantages de notre éolien en mer. C'est finalement une façon de doucement les endormir, alors que d'un autre côté, le produit direct de leur pêche sera fortement abîmé. Alors, excusez-moi, on va donner aux pêcheurs, à la place du produit de leur pêche, on va leur donner des subventions. C'est ça. C'est comme les agriculteurs, on avait fait. Oui. Voilà. Oui. On nous contente avec ça. Oui. On appelle ça écologiste. Oui. Olivier Dubar, vous voulez réagir ? Oui, je ne peux pas parler au nom des pêcheurs, mais c'est vrai que moi, je suis très inquiet pour leur profession. C'est sûr qu'ils vont avoir énormément de contraintes. Le suivi environnemental ne pourra pas se faire parce que lorsque des oiseaux en migration passeront à proximité du parc, s'ils sont détruits, on ne les retrouvera pas. Donc, on ne pourra absolument pas les compter. Et puis, alors, autant
les animaux peuvent être perturbés par des infrasons pour les éoliennes terrestres, mais pour les éoliennes en mer, ça sera à mon avis pire. Et il me semble que les promoteurs éoliens pour les parcs en mer ne sont pas obligés de faire des études sur les infrasons. Oui, on avait reçu, nous, à ce sujet, Fabien Bouglier qui nous expliquait qu'il y avait déjà des animaux qui pouvaient potentiellement se perdre en ce moment, que c'était déjà reconnu, mais en effet pas pris en compte par les éoliennes. Merci en tout cas à vous tous pour ce grand tour de table autour de l'éolien. On voit en tout cas les problématiques. On souhaite que ce vent de mécontentement continue de porter jusqu'aux oreilles de l'Élysée. Merci à vous tous. Julien Aubert nous a déjà quittés, Daniel Perrodin, maire de Meaux, Olivier Dubar, vice-président de l'association Vente Sottise, et merci à vous, Dany Poulet, présidente de l'association ACU 71, qui s'occupe également des projets éoliens en Saône-et-Loire. Merci à vous.